Bonsoir et bienvenue d'être avec nous bienvenue dans cette édition spéciale pour parler aujourd'hui de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, qui a terminé sa visite à Taïwan, devenant la plus haute responsable américaine à visiter l'île depuis 25 ans. Une étape pourtant non annoncée dans le programme officiel de sa tournée asiatique. Malgré les nombreuses mises en garde lancées par la Chine, elle aura finalement atterri à Taipei. Le ton est tout de suite monté. Pékin a vivement réagi en annonçant des exercices militaires près des côtes taïwanaises. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Manuel Pouchelet, expert en relations internationales géopolitiques. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous accueillons également Gamal Abina, expert en questions internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, les craintes autour de cette visite, du moins controversées, sont très grandes. La Chine a déjà annoncé la couleur en entreprenant des exercices militaires à quelques miles seulement des côtes taïwanaises. Voici l'éclairage de Karim Bouaziz. À peine Nancy Pelosi ait frôlé le tarmac de Taipei que Pékin laissa éclater sa colère. Et pour cause, rarement une haute figure de la politique américaine n'avait osé la manœuvre. Un affront, malgré les menaces répétées de Pékin les jours précédant le voyage officiel. Mais rien n'y fit. Les États-Unis ouvrent les hostilités et la victime collatérale se nomme l'île de Taïwan. Ce n'est pas cher payé pour redorer le blason de l'Empire. Sun Tzu se fait Yankee pour l'occasion. Et les représailles chinoises le soir même avec la venue de l'élu démocrate ne se sont pas fait attendre, avec des sévères sanctions économiques et des manœuvres militaires autour de l'île d'une grande ampleur. Depuis plusieurs années, tout geste, même indirect, en faveur de l'indépendance de l'île de Taïwan fait sortir Pékin de ses gonds. Considérant qu'il existe une seule Chine continentale, doctrine d'ailleurs du président Xi Jinping, les autorités chinoises critiquent la posture américaine qui ne respecte pas, selon elles, les principes fondamentaux des relations bilatérales. Pékin fait souvent aussi cas de vente d'armes de Washington à Taipei. Vente d'armes consistant à répondre aux manœuvres militaires chinoises de plus en plus fréquentes à quelques encablures marines de l'île. Et face à cela, Taïwan est en recherche constante de soutien appuyé de Washington. La venue de Pelosi hier démontre un soutien explicite. Surtout que la sortie américaine ne doit rien au hasard et on doit le dire, savamment orchestré. Car nous sommes à une séquence importante du temps politique chinois. Nous approchons du 20e congrès du Parti communiste et les dirigeants chinois ont besoin de démontrer qu'ils sont toujours aux commandes dans une période où l'économie est en berne due à la séquence post-Covid-19. Prévu cet automne, le congrès devrait confirmer Xi Jinping pour un 3e mandat à la tête du pays, une longévité inédite depuis le leader Mao Tse-tung. La légitimité du système chinois ne repose que sur deux pendants, l'économie et le nationalisme. Taïwan permet de jouer sur le sentiment nationaliste à côté de l'économie grippée et surtout une population épuisée après 2 ans de politique chinoise du zéro Covid. Alors, retour au studio et première question, Manuel Pouchelet. Quel est le message que Washington tente de véhiculer à travers cette visite ? Le message de Washington est clair, surtout à Taïwan. C'est quand même, il s'attaque à un symbole très important de la Chine, où c'est un sujet qui est très délicat, qu'on peut même pas aborder, y compris avec des officiers en poste, comme moi je l'avais pu le faire, ou à un moment j'avais été affecté à l'ONU. C'est vraiment un sujet très sensible. Maintenant, les Américains, ils savent pertinemment qu'ils sont en perte de vitesse dans la zone Pacifique. Ils ont besoin de se vérifier leurs alliances avec le Japon, la Corée du Sud et puis également l'Australie, in extenso. Mais en même temps, cette démonstration des Américains est considérée comme une immixtion et une ingérence au niveau avec la visite de Madame Pelosi. Maintenant, il y a une chose qu'il faut peut-être aussi apporter, qu'on n'a pas vu à l'image dans la délégation de Madame Pelosi, aussi Lloyd Austin, qui est quand même secrétaire d'État à la Défense. On ne peut pas dire que ce soit un message de paix qui est véhiculé par les Américains ce soir. Très bien, je vous pose la même question pour commencer, histoire de bien nous mettre dans le bain. Quel est le message, monsieur Abina, que Washington tente de véhiculer à travers cette visite ? Eh bien, j'ai envie de dire simplement que Washington, qui devient malheureusement coutumier du fait, est dans une posture de provocation. Il ne faut jamais perdre de vue deux choses. C'est que Mme Pelosi, qui a 82 ans, est clairement de la génération de Biden. Et que ces deux acteurs politiques ne sont pas
des novices en matière de politique et de politique internationale, ont toujours été dans des postures assez offensives, contrairement à l'idée reçue. Les démocrates ne sont pas des pacifistes, ça c'est une fausse idée, même si les républicains ont montré qu'ils étaient beaucoup plus à l'offensive. Et donc Mme Pelosi, lorsqu'elle va là-bas, alors que tout le monde l'en dissuade, jusqu'à son propre parti en vérité, elle finit par, avec l'assentiment de M. Biden, qu'il y a un vrai problème avec la Chine, j'en ai déjà parlé, elle finit par venir provoquer sur quasiment les terres chinoises les Chinois qui considèrent évidemment que Taïwan fait partie de la Chine continentale, que c'est un seul territoire et une seule Chine. Et c'est vrai que là, la provocation est tellement énorme qu'on se pose la question de savoir pourquoi, alors qu'il y a déjà la crise ukrainienne, les Américains vont chercher des noises aux Chinois. La réponse est très simple et je peux vous la donner immédiatement. Les Américains ont menacé les Chinois en disant que vous étiez le mauvais côté de l'histoire en soutenant les Russes. Et c'est la raison pour laquelle maintenant les Américains provoquent les Chinois sur leur territoire. Donc pour vous, c'est étroitement lié au conflit russo-ukrainien? Oui, il suffit d'écouter Biden lorsqu'il dit aux Chinois « vous êtes du mauvais côté de l'histoire », sous-entendu « nous on est les bons, les Russes sont les méchants ». Vous non seulement vous ne sanctionnez pas la Russie, mais vous lui apportez des solutions économiques qu'elle ne pouvait pas espérer en Occident puisqu'ils lui font un boycott. Donc la Chine, effectivement, s'est rapprochée de façon extraordinaire de la Russie, chose qu'on n'avait pas vue depuis quasiment tout le siècle dernier, ça n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les Américains, qui l'ont mauvaise par rapport à leur défaite annoncée en Ukraine, reviennent sur leur précaré asiatique, tentent des coups de pression sur la Chine qu'ils considèrent comme étant un ennemi naturel sur le plan économique et espèrent avec ces tensions ravivées peut-être ralentir ce développement extraordinaire dont la Chine a bénéficié depuis 40 ans sous l'ère des réformes qui avaient été conduites par Deng Xiaoping. Très bien. Manuel Pouchelet, la réaction de Pékin à cette visite n'a pas tardé. La Chine a annoncé des exercices militaires prévenant de punir ceux qui l'offensent. Que signifie ce langage diplomatique, mais aussi militaire, Monsieur Pouchelet? Bon, de toute façon, la programmation d'exercices militaires, elle est toujours faite à longue échéance, puisqu'il faut mobiliser les hommes et les moyens. Donc là, je pense qu'il y a un concours de circonstances et d'emploi du temps. Je ne pense pas que les exercices militaires aient été, se sont tout d'un coup déclenchés avec la visite de Mme Pelosi. Moi, j'y crois pas un seul instant. Étant moi-même militaire en retraite, je peux vous garantir qu'il y a énormément de temps avant le déclenchement. Maintenant, il y a quand même un message fort et c'est assez impressionnant. C'est ce qui a déclenché les exercices. Oui, c'est bien la visite. Oui, il y a eu la visite, mais bon, il y a aussi, je pense qu'il y a une question de timing, très honnêtement. Maintenant, la Chine démontre aussi sa force, elle le démontre depuis de très nombreuses années. Elle a fait des îlots artificiels au large de Taïwan pour également démontrer qu'elle était capable de s'installer, de mettre ses pions, d'avancer ses pions. Et de toute façon, les Américains sont maintenant face à un contradicteur tenace, chose qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Alors, on parle également de binôme avec la Russie, certes, mais je pense que la Chine est capable de faire seule et d'affronter seule les États-Unis. Et en même temps, elle va les confronter à leur contradiction, parce que la protection de Taïwan, que les Américains considèrent comme un protectorat, est vraiment la grave erreur qu'ils ont fait. Maintenant, je pense que la visite de Mme Pelosi est un pont trop loin. Ce qui me surprend un peu dans cette affaire, pourquoi Mme Pelosi? Parce que c'est une politicienne rompue à l'exercice qui a fait quand même plusieurs présidences. Mais également, il y a aussi un message fort qu'elle véhicule la notion de démocratie à l'américaine. Il y a ça aussi qui exaspère Pékin et qui l'agace. Maintenant, moi, je pense que Mme Pelosi et sa visite, c'est un pont trop loin. Il y a des menaces économiques déjà en cours, des sanctions en cours. Maintenant, je pense que Pékin a les moyens de ses arguments et la confrontation avec les contradictions américaines, je pense que Washington risque de payer un prix fort, en tous les cas. Voilà, c'est mon avis ce soir. Très bien. Pour vous, Monsieur Abina, comment peut-on décrypter ce langage? Pékin promet de punir ceux qui l'offensent. Vous savez, la stratégie américaine dans la région, elle est très simple. C'est une occupation permanente et illimitée des territoires qu'ils ont vaincus. Le Japon est toujours sous occupation américaine. Il faut rappeler que les États-Unis, lorsqu'ils réussissent à battre un État, en règle générale, positionnent leurs troupes. Il y a 30 000 soldats qui occupent encore les îles d'Okinawa au Japon. Ils ont aussi des troupes aux Philippines, à Manille. Ils ont des troupes un peu partout. Donc les États-Unis sont littéralement répandus autour de la Chine. Ils ont leur soutien évidemment avec le monde anglo-saxon. On va appeler le Commonwealth, qui est l'Angleterre, évidemment, l'Australie, plus au sud. Ils ont les îles de Diego Garcia. Ils ont tout un tas de myriades de porte-avions qui naviguent dans la région. Donc ils sont dans une posture offensive. Après, la question de penser que les Chinois qui viennent d'envoyer, je le rappelle tout de même, 27 avions survoler le territoire de Taïwan, ne le font pas par hasard. C'est effectivement une réponse qu'ils ont. Alors la stratégie américaine dans la région, c'est ce qu'on appelle ambiguïté stratégique. D'un côté, ils ont reconnu depuis 1972 la Chine,
Donc la Chine continentale, la vraie Chine, donc la Chine la plus importante, rappelons quand même que c'est 1,4 milliard d'habitants, et de l'autre Taïwan, 23,5 millions d'habitants, donc une goutte d'eau en termes du nombre d'habitants. Mais Taïwan est une vitrine américaine pour, à l'époque, espérer faire tomber le communisme chinois, tout comme était Hong Kong, qui a été rétrocédé en 1999. Les provocations américaines sont multiples, effectivement. Là, dans une période où la crise est quand même très, très avancée, les États-Unis poursuivent encore leur posture offensive. Et lorsque Biden est arrivé au pouvoir, je l'avais dit à l'époque, c'est un homme qui a quand même validé toutes les guerres du Moyen-Orient. Il ne faut jamais oublier qu'il les a signées, ces guerres. Madame Pelosi, qui était contre les guerres d'Irak 2003, a tout de même signé les budgets militaires américains pour renforcer la capacité offensive américaine. Ils ont appelé ce fameux surge, comme ça, qui était destiné à écraser les rébellions dites sunnites au centre d'Irak. Donc ce duo, ce binôme est un binôme extrêmement inquiétant pour la paix mondiale. Je ne crois pas qu'il était nécessaire d'aller ennuyer la Chine sur les questions de Taïwan. Et d'ailleurs, rappelons l'hypocrisie américaine, parce qu'on peut parler d'hypocrisie. La question démocratique ne m'intéresse même pas. Ça, c'est une façade, une vitrine qui ne veut rien dire quand on voit le système américain. En revanche, le troisième personnage de l'État, Pelosi, qui va à Taïwan, c'est un signal fort de provocation. Et surtout, et c'est le plus important, Taïwan, tant que c'était Chiang Kai-shek, c'était donc le Kuomintang qui contrôlait Taïwan, tant que c'était ce qu'on va appeler les nationalistes chinois plutôt à droite, ça ne dérangeait personne. Et dès que Mao Zedong, en 1949, remporte sa victoire face à Chiang Kai-shek, qui va se réfugier à Taïwan, immédiatement, on reconnaît deux Chines. Du moins, on ne reconnaît même pas la première Chine, qui était la Chine communiste. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi les Américains continuent à mettre de l'huile sur le feu dans une région qui n'en a pas besoin. Et justement, je vais vous poser la question, Monsieur Abina. On le sait, la guerre des mots avait déjà commencé depuis des mois entre les États-Unis et la Chine autour de l'île de Taïwan. La tension était déjà à son comble. Cette visite pourrait-elle être la goutte d'eau qui fait déborder le vase? En d'autres termes, doit-on s'attendre à une guerre entre les États-Unis et la Chine? Les États-Unis sont trop couards pour envisager une guerre directe avec la Chine. Ils ne le feront pas parce que ce sont deux puissances nucléaires. Par contre, ils sont très très intéressés par des guerres locales, des conflits dits de basse intensité ou des guerres par proxy, comme c'est les termes qu'on utilise pour dire en gros qu'ils font des guerres par personne ou État interposé. Donc les États-Unis qui ont besoin de justifier des dépenses militaires faramineuses, 700 milliards de dollars par an, c'est tout bonnement délirant, c'est quasiment la dépense presque mondiale en termes de dépenses militaires. Les États-Unis sont dans une situation où ils ont besoin de justifier de leur domination mondiale. Ça a toujours été une domination qui s'est faite par les armes. La Première Guerre mondiale leur a profité à plein régime, la Seconde Guerre pire encore, ça a redressé leur économie. Et aujourd'hui, comme ils sont bloqués sur le plan économique et que la Chine va bientôt devenir première puissance de production de richesse économique mondiale, donc, eh bien, ils cherchent à provoquer la Chine. Sauf qu'on ne provoque pas, tout comme les Russes, la Chine, sachant qu'elle est détentrice de l'arme nucléaire et de missiles hypersoniques. Là encore, les gens ont oublié que la Chine a les mêmes capacités offensives que la Russie. Et donc c'est vrai que quand ils provoquent les Chinois sur ce terrain, moi j'ai envie de dire simplement, mais que font ces hommes au pouvoir aux États-Unis? On va regretter Trump qui était tout sauf un va-t-en-guerre. Mais c'est vrai que ce soit Trump ou encore Biden a un vrai problème avec la Chine. C'est une obsession chez lui. Dès qu'il est arrivé, il était offensif. Ouais. Je me retourne vers vous, Monsieur Pouchelet. Pour vous, une confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine serait-elle possible? Non, il y a un déséquilibre des puissances. Les Américains, s'ils devaient déclencher une guerre avec la Chine, c'est mission impossible. On est face à une puissance nucléaire, on est face à une puissance aussi qui a maintenant une panoplie militaire qui inquiète. D'ailleurs, il y a de ça 2 ans, l'amiral Gilday, qui commande la flotte américaine, a été auditionné par le Sénat avec le sénateur King, qui lui a posé la question suivante. Le dernier porte-avions qui vous coûte 7 milliards de dollars, le Gerald Ford, il y a un missile hypersonique qui vous arrive dessus dans 20 minutes, que faites-vous? Finalement, ils ont été incapables de répondre. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre de la terreur qui va en faveur de la Chine cette fois-ci, et pas avec les Américains, malgré leur porte-avions qui disait dans les années 70 avec la doctrine Nixon, qui était le prolongement armé de leur diplomatie. Maintenant, moi, je pense que les Américains ont besoin de se rassurer dans la région, surtout sur la fiabilité de la Corée du Sud et du Japon qui seraient engagés avec l'Australie. Maintenant, on s'aperçoit que même leur alliance avec l'AUKUS, donc on est intégrant l'Australie, elle est défaillante, puisqu'on a appris la semaine dernière que les
sous-marins promis par Washington n'étaient pas prêts d'arriver. Donc, si vous voulez, je pense que là, la Chine a bien compris que les Américains vont se confronter à leurs contradictions. Maintenant, il y a quand même une chose, moi, qu'il faut aussi peut-être annoncer ce soir. Il y a quand même une présence américaine qui est forte dans la région, même si c'est excentré. Ça a été la frappe contre Al-Zawahiri en Afghanistan. Ils ont démontré qu'ils pouvaient frapper en tout temps et en tout lieu. Ça, c'est un message qui est fort. Maintenant, ce soir, dire que la Chine et les États-Unis vont passer à l'offensive militaire, il est beaucoup trop tôt. Je pense qu'on oublie de dire aussi que M. Biden et M. Xi Jinping ont des entretiens téléphoniques réguliers. Ce serait aller un pont trop loin et au désastre. Alors déjà, économiquement parlant, ils sont déjà faibles. Alors aller parler à l'offensive militaire, c'est quasiment impossible pour les Américains, du moins. Et dans ce cas-là, pour vous, quel est le véritable intérêt des États-Unis en faisant dans la provoque à l'égard de la Chine, M. Pouchelet ? La provocation, elle est simple, c'est de faire tourner leurs usines d'armement, puisque l'économie américaine, depuis 14-18, elle est orientée sur l'armement principalement. On voit les chiffres qu'ils font. En même temps, ils ont fait des exercices d'entraînement avec l'Indonésie, avec un déploiement de 5000 hommes. C'est ni plus ni moins que pour tester les procédures et en même temps vendre du matériel militaire, sachant qu'en même temps, en Indonésie, il y a aussi la France qui se positionne sur ce marché. Donc vous voyez, les Américains aiment créer des zones de conflit, tout ça pour se faire de nouveaux clients ou fidéliser des clients qui sont déjà adeptes de leur solution. Et je vous pose la même question, M. Habina, quel est l'intérêt ou le véritable intérêt donc des États-Unis à faire dans la provoque à l'égard de la Chine ? Je vais dire une chose simplement. J'ai envie de dire, pourquoi titiller ce monstre ? C'est une très bonne question, et le terme de monstre, je l'aime beaucoup parce que moi je parle de monstre économique évidemment, tout en respectant les Chinois parce qu'ils sont effectivement des gens qui travaillent, des gens qui ont de mémoire. On a pris les Chinois pour des enfants de cœur, pas du tout. Les Chinois ont volontairement, ils sont restés dans la frontière pendant tout ce temps volontairement. Sauf que Xi Jinping, qui est le fils d'un cacique du Parti communiste, a décidé de sortir de ses frontières. Il a donc installé une base évidemment en Afrique. Il a redéployé, il a fait ces fameuses îles artificielles dans lesquelles il y a des bases militaires. Et surtout, il ne considère pas en étant une puissance aussi extraordinaire que la Chine, le fameux empire du milieu, le premier empire. Il ne faut jamais oublier que c'était là qu'est né le commerce international. Les Chinois n'oublient pas ce que les Américains ont fait dans la région. Après avoir évidemment écrasé le Japon, ils ont tout de même fait des guerres. La première guerre de Corée, les guerres de Corée plutôt de 50 à 53, a conduit à la mort d'1 million de Chinois qui ont été, il faut bien écouter les termes que j'ai utilisés, qui ont été tués à l'arme bactériologique. C'est là qu'on a expérimenté ces armes. Autant vous dire que la démocratie américaine en Chine, on sait ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, les Américains provoquent parce que les deux personnes qui sont à l'initiative de ça, donc Biden et sa chef de représentants, ont plus de 80 ans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est des vieux et vieilles femmes qui provoquent alors qu'eux-mêmes n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire qu'ils ne se projettent pas. Et c'est vrai que la machine de guerre américaine, qui est essentiellement aujourd'hui une machine de guerre militaire et une économie militaire, ce qu'on appelle le fameux complexe militaro-industriel, a besoin de justifier de dépenses faramineuses pour pouvoir vendre à l'étranger. Ils ont savonné la planche. Monsieur Habina, dans le marché. Ces personnalités ont des conseillers, ils ont des proches pour leur dire quoi faire. Ils ne sont pas seuls aux commandes. Je suis d'accord avec vous, mais les conseillers, en règle générale, parce qu'on parle de démocratie, concernant les conseillers de Trump, ils ne les écoutaient pas. Bush, c'est pareil, il n'était pas vraiment influencé. C'est-à-dire que l'Amérique est un système très particulier, c'est l'hyper-présidentialisé. C'est-à-dire que le président dirige, c'est le chef des armées, et il écoute ou n'écoute pas ses conseillers. Plus d'une fois, ils ont été déconseillés, mettons, de faire la guerre d'Irak, ça ne les a pas empêchés d'y aller, parce que les Américains ont une politique clairement de la canonnière. C'est un État qui s'est fondé sur la guerre, qui s'est fondé sur la spoliation. Il ne faut pas oublier que ça a commencé par l'Amérique en elle-même, et qui s'est fondé sur l'enrichissement abyssal de la Première et Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall, qui était un endettement généralisé d'Europe. Donc les États-Unis, lorsqu'ils font cela, savent très bien qu'ils vont vendre des armes. Comme au Moyen-Orient, on agite toujours l'intention pour vendre des armes, comme on le voit en Asie aujourd'hui. Rappelons que l'Asie, depuis quasiment 30 ou 40 ans, était devenue pacifique. Il n'y avait plus de guerre quasiment, les conflits étaient réglés. Il restait encore quelques petites zones de tension, mais marginales. Avec l'arrivée des États-Unis, on peut s'inquiéter de l'avenir asiatique. Et pourquoi provoquer Pékin à ce moment précis, M. Habina ? Comme je vous dis, c'est une mesure de rétention américaine qui est assez ridicule en vérité. Ils n'ont pas accepté le soutien de Pékin, le soutien ouvert de Pékin à la Russie. C'est ça qu'ils font payer. Donc c'est l'alliance, l'alliance russo-chinoise qui leur pose problème, parce qu'ils ne l'attendaient pas. Sachez, il faut quand même savoir que les Russes étaient en rupture avec les Chinois, je parle des communistes chinois et russes, donc les soviets d'un côté et les Chinois de l'autre côté, étaient en rupture, étaient en concurrence. Aujourd'hui, ils sont complémentaires. Et ça, c'est incroyable, parce que
Évidemment, l'expertise russe en matière d'armement n'est plus à montrer et à démontrer, mais l'expertise chinoise qui a basculé de cette course aux armements à l'industrialisation de ce qu'on appelle les équipements simplement civils, d'une industrie légère, eh bien les Chinois ont su la faire. Donc cette migration des deux a fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire sourire peut-être, le pont qui relie la Chine à la Russie il traverse le fleuve Amour. C'est vous dire un peu la symbolique forte que représente cette fameuse cette nouvelle route de la soie qui va aussi en Chine. Très bien. Et pour vous également, est-ce que vous rejoignez Monsieur Abina, Manuel Pouchelet, pour vous, le conflit russo-ukrainien est-il déterminant et l'alliance de la Chine avec la Russie est-elle déterminante dans cette stratégie offensive des États-Unis ? Oui, moi je pense que de toute façon, les Américains, à leurs dépens, vont apprendre malheureusement ce soir ou dans les années à venir qu'ils ne peuvent plus mener deux fronts en même temps, c'est-à-dire en Europe, comme il avait fait en 1944, et aujourd'hui en 2022. C'est plus possible. Ils n'ont plus les moyens humains, ils n'ont plus non plus les moyens financiers. Également, ils s'aperçoivent que leurs alliances qu'ils ont voulu créer, pour certaines qui sont même purement artificielles, on le voit même en Europe, ça risque de leur poser problème. Je crois que le bloc russo-chinois est une réalité. On reparle de stratégie de bloc en 2022 en pensant qu'il avait complètement disparu avec la chute de l'URSS. C'est faux. Aujourd'hui, on a vraiment deux idées qui s'affrontent sur le terrain économique, puisque finalement les Américains sont toujours une puissance économique, mais au pied d'argile, quoi qu'on en pense. Et puis maintenant, on a quand même une Chine... Qui deviennent un petit peu complémentaires aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais si vous voulez, de là, la Russie qui vient en complément de la Chine et vice-versa, oui, ça c'est véridique. Maintenant, moi franchement, la Chine, je pense que tôt ou tard, elle phagocytera la Russie. La Russie finira par suivre. Le plan de M. Xi Jinping d'être première puissance mondiale pour le centenaire de la République populaire de Chine en 2049 est une réalité, et malheureusement, Washington ne veut pas l'admettre. Très bien. Et Monsieur Pouchelet, la région est pourtant réputée pour sa stabilité. Pourquoi la perturber ? Je pense qu'on l'a évoqué ce soir, la perturbation. De toute façon, les Américains ont besoin de se créer des ennemis pour vendre leur matériel et leurs solutions. La réponse est là. Maintenant, je trouve dommage qu'on ne parle pas assez de paix. Pourtant, il y a des structures qui existent, comme les organisations asiatiques, qui sont la démonstration qu'ils sont capables de faire seuls. Je pense que les Américains n'ont pas compris une chose, c'est qu'il faut laisser le temps aux régions de traiter leurs problèmes elles-mêmes. On le voit au Moyen-Orient, où leur immixtion crée plus de panique et de guerre qu'autre chose. Mais comme dit le proverbe africain, aller lentement n'empêche pas d'arriver. Et malheureusement, le timing des USA n'est pas celui des régions qu'ils convoitent. Maintenant, je pense que les États-Unis, leur économie est clairement offensive. En fait, ils sont dans la logique de faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, tout en défendant des valeurs qui finalement sont contraires à ce qu'ils font. Et quelles pourraient être les conséquences d'une éventuelle escalade sur l'ensemble de la région ? L'escalade, malheureusement, elle risquerait d'impliquer énormément de pays. On l'a cité avec les alliances possibles en engageant la Corée du Sud. Mais ce qui est très dangereux avec cette affaire-là, c'est qu'il y a le Japon. Et le Japon, les Américains ont réussi à ressusciter cette envie et ces velléités guerrières qu'ils avaient eues en 1937 quand ils ont justement envahi la Chine. C'est pour ça que Pékin est très offensif et Pékin est très agressif. La Chine, si vous voulez, c'est un peuple et une civilisation de mémoire qui est multimillénaire par rapport à l'existence américaine. Et si vous voulez, les Chinois n'ont pas oublié la présence occidentale pendant les concessions à l'époque. Les affres de la guerre. C'est ça, voilà. C'est un peuple de mémoire, c'est un peuple guerrier. Quand on lit les écrits de Sun Tzu, etc., il y a quand même énormément d'écrits. Il y a aussi de la démonstration de leur stratégie, oui. Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est deux civilisations qui s'affrontent, qui s'entrechoquent. Et malheureusement, et entre guillemets, je ne sais pas si c'est malheureux ou triste, mais il y a des populations qui vont souffrir. Et malheureusement, elles ne peuvent pas exprimer leurs exaspérations comme elles tentent de le faire, je dis bien comme elles tentent de le faire au Moyen-Orient. Très bien. Gamal Abina, quelles pourraient être, selon vous, les conséquences d'un conflit sur l'ensemble de la région ? Ce serait des conséquences abyssales. Par contre, j'aime pas le terme qui a été utilisé à l'instant, excusez-moi. Il n'y a pas de peuple guerrier. Tous les peuples passent par des phases guerrières, ce qui est normal. Ça s'appelle l'administratif qui a vécu par la guerre. Effectivement, c'est celui des États-Unis. Je parle bien des dirigeants, évidemment. Donc, les conséquences, ce serait quoi ?
ça commencerait déjà par effectivement une déstabilisation totale de la région. Il faut se rappeler quand même que la dernière fois qu'un responsable de la Chambre des représentants est allé dans la région, c'était encore une fois sous l'ère de ce qu'on appelle les démocrates, donc ce qu'on appelle la gauche américaine, et il a, en 97, provoqué la Chine à une époque où elle n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. 25 ans plus tard, ils remettent à nouveau les pieds dans le plat, et des tensions. On voit bien qu'il passe son temps à provoquer la Corée du Nord, alors que Trump avait un petit peu baissé la tension. Il ravive des tensions sur la région Indo-Pacifique, il ravive des tensions géostratégiques, parce que effectivement, les États-Unis vivent par le principe de la production militaire. C'est ce qui a fait leur industrie, hein, c'est pas autre chose. Hein. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, la Chine est un pays multimillénaire. Hein. A une longue mémoire. Ils se souviennent de ce qui s'est passé dans le passé. Oui. Ils se souviennent effectivement, ça a été évoqué à l'instant, de la Mandchourie, des massacres des Japonais dans la Mandchourie quand ils ont envahi la Chine. Et ils savent très bien que le Japon impérialiste, qui n'existe plus et sous contrôle américain, a tout de même été pour eux un risque vital. À côté de ça, il y a aussi l'Angleterre qui était avec la première dealer du monde, qui était la reine d'Angleterre à l'époque. Enfin, on se souvient de Victoria qui faisait du transfert massif d'opium pour droguer la population. Ça, les Chinois ne l'ont pas oublié. L'humiliation a duré près d'un siècle. Aujourd'hui, la Chine a décidé de reprendre le flambeau, de relever le nez et de ne pas accepter le diktat américain qui, depuis trop longtemps, sévit dans la région. Les États-Unis, j'ai envie de dire un slogan qu'on utilisait en 70, US go home. Ils n'ont rien à faire dans la région. Si on veut la paix dans la région, il faut que les États-Unis repartent chez eux. Très bien. Et quelles seraient les réactions, plutôt les conséquences à long terme sur la région d'un éventuel conflit, si un conflit toutefois éclate? Alors, la crainte réelle, c'est qu'il y a des généraux chinois qui sont beaucoup plus offensifs que Xi Jinping, qui est déjà offensif. Les généraux commencent à envisager une guerre en 2025, ce qui est vraiment dommage. Xi Jinping parle d'une reprise pacifique du territoire. Parce qu'effectivement, que ce soit Hong Kong ou Taïwan, c'était des vitrines commerciales qui donnaient le sentiment qu'en Occident tout était merveilleux. Aujourd'hui, c'est plus possible de vendre ça parce que c'est la Chine qui est plus riche. C'est des petites tâches autour du territoire chinois qui vont être reprises de fait, parce que de toute façon, même sur le droit international, la Chine est reconnue comme un État, ce que n'est pas Taïwan. Aujourd'hui, on parle de Taipei, on ne parle pas de Taïwan. La République de Taïwan n'existe que dans la tête de quelques pays influencés ou achetés. On l'a vu avec, par exemple, l'Europe du Nord, où ils ont commencé à reconnaître une représentation diplomatique. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences seraient abyssales, parce que la Chine aujourd'hui est largement, sur le plan conventionnel, en mesure d'écraser ses adversaires très rapidement, qu'elle a le soutien aussi, n'oublions pas, de la Corée du Nord, on le savait déjà, mais elle a aussi le soutien quand même de l'Inde pour partie. On commence à sentir qu'il y a une alliance qui est en train de se faire, et surtout de la Russie et de tous les pays du Sud. Les Chinois ne sont pas isolés. Il y a le nouveau G8 auquel a fait allusion le président russe. Tout à fait, oui, parce qu'actuellement, même l'Algérie a proposé de faire partie de ce qu'on appelle les BRICS, mais au-delà des BRICS, effectivement, le nouveau G8, c'est les nouvelles puissances qui représentent en gros 25% du nombre d'habitants et 40% de la richesse créée. Donc c'est considérable ce que représente la Chine, la Russie, l'Inde, évidemment l'Afrique du Sud, le Brésil. Ce sont des gérants aujourd'hui qui sont en train de se positionner, et les États-Unis sentent bien le danger venir. C'est pourquoi ils essaient de déstabiliser dans le but, effectivement, le fameux diviser pour mieux régner que les Anglais utilisaient tout le temps pour avoir les empires. Très bien. Ils cherchent ça. Dernière question, tout d'abord, Manuel Pouchelet, et soyez très bref, je vous prie. Outre les manœuvres militaires, les Chinois ont aussi annoncé des sanctions économiques à l'encontre de Taïwan. La facture s'annonce très salée, Monsieur Pouchelet. Oui, de toute façon, la Chine, maintenant, a le monopole de la discussion et elle a tous les atouts en main. Maintenant, moi, je pense qu'il faut réfléchir à ce que disait Einstein pour conclure, et ce sera mon mot de conclusion ce soir. Ne demandez pas à ceux qui créent les problèmes de les résoudre. Et là, les Américains sont en plein dedans, et Taïwan, avec des sanctions, de toute façon, les Américains ne pourront pas subvenir à ces sanctions. Très bien. Je vous retourne la question, Monsieur Abina. La facture... de toute façon, quel que soit... Oui. La facture sera salée pour celui qui veut émettre la facture, à savoir les États-Unis. Ils ont réussi avec la Russie, c'est un échec total. La Chine ne peut pas être écartée pour la simple et bonne raison, c'est que c'est devenu l'atelier du monde, que tous les semi-conducteurs sont fabriqués en Chine, que toute la production de masse des équipements, on va prendre Apple pour ne prendre que le plus célèbre, est fabriquée en Chine. Donc c'est très difficile de faire sans la Chine. Ils ont essayé avec d'autres États périphériques dans la région, mais rien ne peut remplacer la Chine. C'est devenu le géant industriel que l'on connaît aujourd'hui. Les Chinois avancent très très vite. Très bien, je vous remercie messieurs pour vos analyses. Était donc avec nous aujourd'hui Gamal Abina, expert en questions internationales. Merci pour votre intervention.
Nous avions également Manuel Pouchelet, qui est expert en relations internationales géopolitiques. Je vous remercie tous les deux. Voilà, ce programme touche à sa fin. Vous pouvez le retrouver à travers nos différentes plateformes et réseaux sociaux, à travers le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Très excellente soirée.